Bonsoir et merci de nous rejoindre. Voici les titres de votre édition. Utiliser l'eau pour produire l'électricité, c'est le principe de l'aménagement hydroélectrique et c'est pour bientôt sur la rivière de Wepalo à Puebo. La première pierre a été posée aujourd'hui, un symbole de rééquilibrage. À terme, elle produira 7081 MWh. Les précisions dans cette édition. La semaine de l'apprentissage se poursuit au pays. Nous sommes allés à la rencontre de Dawson. Le jeune homme alterne cours et immersion en entreprise pour faire du maraîchage à Puyambout. Rencontre dans ce journal. Suite et fin de notre feuilleton consacré à la transcalédonienne. Une centaine de repas seront servis durant l'événement. Une tâche qui sera assurée par les habitants de Yaté. Des retombées non négligeables pour la commune. Comment se sont-ils concertés avec les organisateurs? Reportage. Mais avant de développer ces titres, on l'a appris aujourd'hui, un contrevenant appréhendé vers 2 h du matin dans la nuit de samedi à dimanche à Koné. 12 roussettes et l'arme ont été saisies par la gendarmerie. La province Nord se constituera partie civile. Pour rappel, la chasse est autorisée uniquement les samedis et dimanches du mois d'avril. Toujours en bref, dans l'affaire Tamaï, 13 ans de réclusion criminelle. C'est 3 ans de plus que sa précédente condamnation. C'est ce qu'a écopé Séléoné Toulaki hier dans le procès en appel suite au coup mortel donné porté à Guy Tamaï en juillet 2014. Dans l'actualité, énergie au pays pose de la première pierre aujourd'hui pour le nouvel aménagement hydroélectrique sur la rivière Wepalo à Puebo. Cette nouvelle station produira dès 2019 7081 MWh par an pour une puissance de 3000 MWh. Elle alimentera près de 4000 foyers sur la Grande Terre. La première pierre a été posée aujourd'hui, conduite par l'ensemble des partenaires. Écoutons Jean-Michel Dezeva, président d'Enercal Énergie Nouvelle, qui donne des précisions sur cette filière d'Enercal. Alors en 2014, Enercal, qui est la société du pays, a créé pour développer les projets dans le monde des énergies renouvelables une société, une filiale 100% Enercal qui s'appelle Enercal Énergie Nouvelle. Et pourquoi cette diversité? Et l'objectif de cette filiale, c'est de développer des projets dans le solaire, dans l'hydroélectricité, dans les réseaux électriques intelligents, tout ce qui peut contribuer finalement à la mise en œuvre du schéma de transition énergétique qui a été voté par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie en juin 2016. La ressource hydroélectrique, elle est basée sur la côte Est, ça n'étonnera personne puisqu'on a des montagnes, de la pluie, des rivières, des cascades et du dénivelé entre des rivières qui tombent d'un plateau à 500 ou 600 mètres et puis le niveau de la mer. Donc la ressource hydroélectrique, elle est clairement sur la côte Est, il faut l'utiliser. Donc Enercal en 2013 a lancé une étude de potentiel d'hydroélectricité, identifié quasiment 80 sites possibles sur la côte Est et sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, comme on voulait démarrer un premier projet et le faire bien, le faire en étant bien accueilli, en ayant toutes les conditions pour que ce projet soit complètement inscrit dans le développement durable, on a fini par trouver que c'était le meilleur endroit, parce que l'accueil des coutumiers était fantastique, parce que le site s'y prête particulièrement bien, et puis parce que le réseau électrique est aussi à proximité et va se prêter parfaitement à la chose. Un projet qui dure dans le temps. Comment? Les explications de Victor Tutugoro, président de Nord Avenir. Toutes les choses que l'on fait sur terre coutumière ou d'une manière générale en termes de développement ne résistent autant que lorsqu'elles sont portées par les populations locales. Et donc dans un projet, ce projet-ci c'est d'abord un projet public. Au contraire d'un certain nombre de projets de ce genre qui sont portés par des sociétés privées, ceci c'est un projet public qui se situe sur une terre coutumière. Et donc il était tout naturel pour la province Nord et pour Nord Avenir en particulier que les populations locales y soient associées parce que d'une part c'est d'abord leur terre,
c'est leur espace. Et ensuite, pour la pérennité du projet. Donc oui, à ce titre-là, il est bien important que les populations y soient. Voilà des propos recueillis par Anissa Toussi. Comment fonctionnera ce nouvel aménagement? Les précisions de Natacha Ogui, Anissa Toussi et Prosper Poigou. Avec sa puissance de 3 MW et une capacité annuelle de production d'énergie estimée à 7081 MWh, Hydropalo, un aménagement au fil de l'eau, alimentera dès 2019 la consommation de près de 4000 Calédoniens. Mais concrètement, comment va-t-il fonctionner? Fini la consommation d'énergie fossile. Hydropalo utilisera uniquement la force de l'eau pour produire de l'électricité. Il fonctionnera au fil de l'eau, grâce au début de la rivière Wepalo, et n'aura donc pas de barrage ou de retenue d'eau. Le projet comprend une prise d'eau qui sera installée à 560 mètres d'altitude dans la Wepalo. Cette eau sera ensuite acheminée par une conduite de 1600 mètres jusqu'à l'usine hydraulique située en aval, près de la tribu de Paalo. Une fois dans la centrale hydraulique, l'arrivée de cette eau sous haute pression va entraîner la marche d'une turbine et d'un alternateur qui vont à leur tour produire de l'électricité. Cette dernière sera ensuite injectée dans le réseau de distribution d'électricité publique. Voilà, donc c'est le premier projet de ce genre qui contribue au rééquilibrage sur la côte Est. Le projet est porté à 51% par Enercal Énergie Nouvelle, 44% par la SEM Nord Avenir et enfin 5% par le GDPL Ouakhale Djao. Les coutumiers ont autorisé la construction et l'exploitation de la centrale pour une durée de 40 ans. Alors quelles sont les retombées pour la tribu de Paalo? Le reportage d'Aurélie Niaoutine. Reportage. Ensuite, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dossier énergie. Une formation, une expérience, un métier, c'est l'avenir, c'est le mot d'ordre de la semaine de l'apprentissage qui se déroule en ce moment même au pays. C'est un cursus diplômant qui permet aux jeunes d'alterner cours théoriques et immersion en entreprise. Et nous avons suivi Dawson, âgé de 17 ans. Il a décidé, après le collège, de se diriger vers le CFA, le centre de formation et d'apprentis à Nouville. Alors, depuis février, il alterne, comme je vous le disais, une semaine de cours et 4 semaines de stage chez Glen Agriculteur et éleveur à Point-Bout pour y faire du maraîchage. Un reportage d'Océane Zobler. Depuis 6 h ce matin, Dawson s'active sur la propriété de Glen, agriculteur et éleveur à Point-Bout pour faire du maraîchage. Aujourd'hui, il doit s'occuper des salades avec sa sœur, employée depuis 2 ans, une opportunité d'apprentissage que le jeune homme a su saisir. Là, je suis en train de laver la salade avant de... C'est pour les ranger après, pour les mettre dans la chambre froide. Et en fait, lundi, on est parti sur Poya, comme il y a un terrain aussi sur Poya. On est parti... on était parti biner dans les haricots. Enfin, on a dormi là-bas, après on est revenu mercredi. J'ai arrêté l'école Bonheur aussi, j'ai arrêté en 3e comme ça. Après, fallait que je fasse quelque chose, quoi. Puis comme mon oncle, il est agriculteur. Après, j'ai commencé à travailler pour lui, ça. Puis j'ai vu comment c'était, après, j'ai aimé, quoi. Pour les jeunes plus tard, qui veulent se lancer dans le métier, ça. C'est bien. Et du travail, ce n'est pas ce qui manque sur la propriété de Glen. Et là, je suis en train d'irriguer en ce moment du maïs. Je vais lui montrer comment préparer un enrouleur. Hein. Mise en place, repli, puis mise en place d'un enrouleur. Hein. Comme ça, plus tard, il pourra le faire tout seul. Montre-moi qu'il y a le siège. Le milieu de l'enrouleur. Ouais, faut que ça en fasse de toi.
sur les doigts. Mais ils apprennent déjà directement notre savoir-faire, hein, parce que tout ce qui est écrit dans les livres, c'est pas forcément ce qui correspond à la réalité. Hein. Et puis là, ils sont même sur l'exploitation, ils voient que déjà que c'est un métier rude et plus diversifié. Voilà. Je dis dès le départ que moi, je n'étais pas une colonie de vacances, que ici, je prends que les jeunes qui veulent travailler. Voilà. Dawson restera à faire du maraîchage jusqu'à la semaine prochaine, avant de retourner sur Nouméa pour une semaine de cours théoriques au centre de formation des apprentis. Ils sont près de 700 à y être formés chaque année, avec un taux d'insertion supérieur à 80%. Voilà, et si vous souhaitez faire comme Dawson, demain et samedi, à la mairie de Nouméa, des espaces vous seront ouverts pour vous informer et effectuer aussi des pré-inscriptions. Revenons à notre dossier énergie. C'est le premier projet de ce genre en parlant de l'installation hydroélectrique. Donc un projet qui contribue au rééquilibrage sur la côte Est. Le projet est porté à 51% par Enercal Énergie Nouvelle, 44% par la SEM Nord Avenir et enfin 5% par le GDPL Waha Lejao. Donc un reportage d'Aurélie Niaoutine. Et tu mets à 10h30 la marne, comme de manioc, c'est bon, c'est prêt. De quoi? Il y a peu en... Non, fais en bas, s'il te plaît. Ici, c'est Edith qui dirige la joyeuse équipe de cuisinières. Depuis quelques semaines, elles sont une trentaine à se relayer en cuisine pour nourrir des pensionnaires, des travailleurs venus pour Hydro-Palo, le projet d'hydroélectricité de la tribu de Palo à Puebo. Ça fait que eux, là, ils ont commencé et l'autre semaine, c'est une autre femme qui vont venir travailler. Et c'est les femmes de la tribu ou c'est des femmes d'autres tribus? De la tribu. C'est pour que toutes les femmes de la tribu elles puissent venir travailler. Et vous êtes payés combien par semaine? 10 000. Sinon, c'est bon, ça dépend un peu des jeunes de la tribu aussi. Partout, quoi. Dynamiser l'économie locale, c'est une des conditions imposées par le GDPL Palo avant l'approbation du projet. Impact environnemental, vestiges à conserver et dividendes, 5 années de négociations ont passé avant que le projet ne voie officiellement le jour. On voulait simplement que Enercal participe tant à Palo que dans notre chefferie à la construction d'un local qui servira à la maison commune à Palo, de toilettes, de bureaux, et puis ici dans la chefferie, un grand phare qui servirait au clan, et puis des toilettes aussi. Et puis des terrassements pour les jeunes. Donc on a négocié pour avoir quand même une dizaine de terrassements. Et puis la partie reboisement dans les endroits qui vont être impactés par les travaux. Un projet porté par Enercal, Nord Avenir et les coutumiers de Palo, tous associés dans la société Hydro-Palo SAS. C'est elle qui réalisera l'usine hydraulique. La mise en service, elle, est espérée fin 2019. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dossier. Passons à notre feuilleton consacré à la Transcalédonienne. Assurer un événement de ce genre nécessite de l'organisation, mais génère aussi des retombées. Et pour cette Transcalédonienne, les habitants et associations de la commune de Yaté en bénéficieront. Ils devront assurer la centaine de repas pour les coureurs. Et pour les jeunes de Yaté, c'est aussi un moyen de s'affirmer. Alors, comment travailler ensemble? Lou Lourde a assisté à la dernière réunion entre les organisateurs et les habitants. Cette année, ce qu'on souhaite, c'est passer par les tribus, par les associations de tribus justement, de Yaté et du Mont d'Or. Nous, ce qu'on peut vous dire, c'est voilà, c'est vendredi, samedi soir et dimanche midi. Nous, c'est les chiffres qu'on est sûr de prendre. En fait, les participants, c'est que le samedi soir. C'est que le samedi soir. Et nous, d'assurer. Ça fait que c'est-à-dire qu'il vaut mieux que les stands soient là à partir de vendredi soir. À partir de vendredi soir. Okay. Voilà, je pense que les gens, ils aiment bien. En fait, ils vont revenir de la course, ils vont avoir super faim. Donc du coup, c'est vrai que pour des gâteaux, pour un petit chocolat, un petit café... Travailler ensemble, c'est l'objectif que se sont donné l'association Transcal et les tribus de la commune de Yaté dans la préparation de la fameuse course. Donc si vous n'avez pas de Tivoli, donc nous on peut gérer les Tivolis. Cette année, l'association demande aux tribus d'assurer les repas pour tout le staff,
plus d'une centaine de bénévoles et tous les participants. Une dizaine de jeunes de Saint-Louis et de Yaté devront assurer les parkings et la sécurité. Pour Valérie, la participation des jeunes représente un enjeu important. Dès qu'ils ont une responsabilité, le jeune se met en confiance et puisse porter des actions. Ou, voilà, c'est une façon d'être confiant, confiance en soi, quoi. L'implication des tribus dans l'organisation de la Transcalédonienne a toujours existé. Depuis 1992, les tribus accueillent et participent au bon déroulé du week-end. Challenge peut-être pour les associations, pour la commune, pour montrer que on est capable de tenir un tel événement. Voilà, c'est aussi un challenge pour soi que pour les associations ou pour les tribus. Même si la logistique d'un tel événement représente un challenge des deux côtés, l'association Transcal et les tribus de Yaté sont confiantes et présagent de bonnes retombées pour la commune. En fait, pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y ait des retombées pour tout le monde et surtout des retombées des gens du coin. On est sur une terre de Yaté, du Mont d'Or, donc il est important de faire travailler les gens du coin. Pour nous, on est une association, on est tous des bénévoles et l'objectif, c'est de faire travailler avant tout des gens du coin et si possible justement les tribus parce que le lien est important. C'est vraiment porteur pour la commune de Yaté parce qu'elle ramène aussi un peu économiquement. Beaucoup pour la commune. Au niveau de tout ce qui est touristique, ça nous fait valoriser notre commune, quoi. Nous, on voulait vous remercier pour d'être présent avec nous et puis par ce petit geste, vous dire merci. C'est moi qui vous remercie. De plutôt penser à faire surtout à les associer. L'objectif de la Transcal, c'est de vivre ensemble, c'est de faire un événement calédonien avec tout le monde. Et on sait l'implication des tribus, elle est très importante depuis des années sur la Transcal. On souhaite pérenniser ça. Merci à vous. Voilà, nous reviendrons sur le travail des bénévoles et ce lieu emblématique qu'est la Rivière Bleue dans l'émission Bienvenue dans la bande avec Océane Zobler juste après la météo. On reste dans le sport avec la rubrique Coupe du Monde avec Jamie Wemo. Alors Jamie, bonsoir. Des nouvelles plutôt, on s'intéresse aux adversaires des Bleus ce soir. C'est ça Elise, bonsoir à tous. Ce soir on va s'intéresser, comme Elise vient de le dire, aux futurs adversaires des Bleus. Tout le monde le sait, on a lancé déjà depuis 3 jours. On parle ce soir de l'Uruguay et le doute plane toujours, Elise, sur cet homme. On va le voir à l'image. Toujours le meilleur buteur parisien, Edinson Cavani. Avec ou sans cet homme pour les quarts de finale, c'est la question qui est sur toutes les lèvres depuis 3 jours. L'attaquant du PSG est sans contestation le possible danger numéro 1 de l'Uruguay en Coupe du Monde avec ses 3 buts inscrits que tu as suivis d'ailleurs Elise dans la compétition et surtout son magnifique doublé. C'était contre le Portugal en 8e de finale. Donc ce magnifique palmarès, ces buts montrent que cet homme est un génie. Pardon, Elise. Alors Jamie, une question, s'il joue, est-ce que les Bleus, ou s'ils ne jouent pas d'ailleurs, est-ce que les Bleus devront revoir leur organisation sur le terrain? Alors s'il joue ou s'il ne joue pas, c'est vrai que c'est une question qui intéresse énormément Didier Deschamps et notamment les joueurs de l'équipe de France, comme tu le sais, comme l'Uruguay sans doute le sait, c'est que ce joueur-là, s'il sera aligné face à l'équipe de France, eh bien justement comme tu le dis, je te vois venir avec ta question, le schéma tactique adopté par Didier Deschamps ne sera pas le même s'il est sur le terrain ou pas. En tout cas, c'est le meilleur buteur en ce moment de la Céleste. Et du côté des Bleus, eh bien, eux, ils ne se posent pas de questions, ils vont aller s'entraîner et puis ils savent déjà que Cavani ne va pas jouer. Je vous propose d'écouter la réaction d'Adil Rami, le défenseur marseillais, qui a été interrogé hier par nos confrères de l'équipe durant la conférence de presse. Écoutez. On va dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres, malheureusement. Là, on parle d'Edinson Cavani, l'un des meilleurs attaquants au monde, et un joueur qui est en pleine confiance pour cette compétition. Donc je pense que c'est pas plus mal pour nous qu'il soit blessé. Moi, j'ai connu une petite blessure au mollet et ça m'a pris du temps. J'ai essayé de m'occuper de la science. C'était pas facile, donc je pense que s'il joue contre nous, il aura bien démonté la science, lui. Donc il faut arrêter de nous faire croire qu'il va être disponible contre nous.
Voilà, comme ça, au moins c'est fait, c'est clair. Donc Didier Deschamps alignera son 11 de départ, quelle que soit la réponse de Cavani. S'il joue, il ne joue pas, mais en tout cas, selon SoFoot, un quotidien français sportif, Cavani ne sera pas sur le terrain. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette équipe, 3 choses. Rapidement, Élise, l'Uruguay et le football, c'est une longue histoire d'amour. Vous allez regarder cette image de l'équipe de l'Uruguay en 1930. C'est l'équipe qui a remporté la première Coupe du Monde de l'histoire du pays. Elle a eu aussi une deuxième étoile qu'elle a décrochée en 1950, c'était au Brésil. Alors si l'Uruguay ne domine plus la planète foot comme au début de l'histoire de sa sélection, cette génération, vous allez voir juste après la photo, la génération de Cavani et de Suarez, c'est la génération la plus capée. Et puis c'est une génération qui comporte les meilleurs buteurs de l'histoire de cette sélection nationale, à savoir Cavani et Suarez. Cavani, c'est 45 buts en 104 sélections et Suarez, c'est 53 buts en 102 sélections. Alors en une seconde, Jamie, pronostic France-Uruguay. Alors pronostic France-Uruguay, 2-0 pour l'Uruguay. Donc un match qui aura lieu vendredi soir à 1h du matin. L'autre rencontre qui aura lieu à 5h du matin. Et puis Croatie-Russie, ce sera dimanche matin, l'autre quart de finale. Mais un programme qui sera disponible sur la page Facebook de Calédonia. Voilà Elise. Merci Jamie pour toutes ces précisions. Passons donc à la musique. Connaissez-vous Julien de In Control? C'est un artiste, musicien et DJ du pays. Il produit donc sa musique à partir de samples, le blues, jazz, gospel, soul. C'est donc les différents styles de musique qu'il produit. Je vous invite à voir un aperçu de son dernier clip. Should I control all my actions when my way up in this world as a human being is just a natural expression. Voilà, et demain dans Yes Weekend, Adrien et Stéphanie auront le plaisir de l'accueillir sur notre plateau. Et si vous décidez de rester chez vous, de bouger ce week-end, il y a la fête de la mandarine. 19 tonnes seront sur les étals à Canala justement, où on se prépare pour la fête. Voilà, ça donne envie. C'est la fin de cette édition. Bonne soirée à tous et je vous retrouve lundi.